pour nous. Il faut être clair, là, dans les débats en Europe occidentale aujourd'hui, il y a deux camps. Il y a ceux qui vous disent c'est surtout un danger pour l'Ukraine, peut-être pour la Moldavie, pour certains, pour les marches traditionnelles de la Russie, mais enfin, ils ne sont pas cinglés, ils n'imaginent pas pouvoir venir à Paris, à Berlin, etc. Et puis, il y en a d'autres qui disent non, il y a un vrai danger, de la même façon que dans d'autres types de régimes. Enfin, Hitler s'était développé un régime nationaliste. Il se passe là, dans une partie de l'Europe, un régime nationaliste dangereux qu'il faut absolument vaincre. Quel est votre avis? Oui, il y a des régimes nationalistes qui représentent des menaces pour la France et pour beaucoup de pays européens. La Russie, on le voit. Il y a l'impérialisme du président turc, quand même, qui est assez décomplexé. L'impérialisme chinois qui a des conséquences, y compris en Europe. Les impérialismes sont en train de renaître et de s'exprimer de manière décomplexée. Ce qui a fait d'ailleurs, ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, Guillaume Tallard, le chef d'état-major des armées françaises qui a pris ses fonctions au mois de juillet avait déjà communiqué au mois d'août sur la nécessité pour l'armée française de se préparer à des conflits de haute intensité. Et dans cette perspective, de modifier les entraînements, d'améliorer les équipements, parce que, selon lui, il était inéluctable que la France, dans les années à venir, soit confrontée à des guerres de haute intensité contre des États. Jérôme Boireau, c'est très intéressant ce que vous dites. Est-ce que, non pas monsieur, madame, tout le monde, mais est-ce que dans le secret des états-majors et d'un certain nombre de dirigeants, notamment européens, il y avait déjà l'idée depuis des années que l'Ukraine allait être un champ de bataille et qu'on risquait effectivement une montée des périls? Alors, dans le secret des états-majors, je ne sais pas, mais il y a eu des changements ces dernières années dans la prise de conscience que la guerre pouvait venir sur le sol européen, en Ukraine, on l'a vu, mais que les pays de l'Union européenne pouvaient être menacés. Il y a, vous savez, l'incident de l'an dernier, où un bâtiment de la marine turque a illuminé un bâtiment français. C'est-à-dire, c'est le dernier stade avant de tirer, dans le cadre du conflit qui opposait la Grèce et la Turquie. C'est un geste quand même assez inhabituel vis-à-vis de l'armée française. L'OTAN qui est membre de l'OTAN, la Turquie qui est membre de l'OTAN. Et autre signal, pardon, Emmanuel Macron qui a systématiquement, depuis 2017, corrigez-moi si je me trompe, mais c'est ce que dit Bruno Le Maire, plutôt voté en faveur d'augmentation des budgets militaires. Oui. Où il y avait déjà une forme de conscience d'un danger qui montait. C'est le premier qui tient ses promesses, en augmentant régulièrement, conformément à la promesse qu'il avait faite avant d'être élu, d'augmenter le budget de la défense. Mais je veux revenir tout à fait sur ce qu'on a dit. En réalité, les renseignements existent. Les télégrammes diplomatiques arrivent. C'est la transformation par les politiques de ces télégrammes, la prise de conscience. On est parti, vous l'évoquiez déjà, sur les dividendes de la paix et puis la bulle de paix éternelle. Les militaires qui sont confrontés, on le dit toujours, aux tragiques de l'histoire, mais moi, ma génération, en particulier les marins, on a toujours été au milieu des crises, un peu partout dans le monde. On sait que le monde est dangereux, mais sur la place publique et dans les médias, c'est inaudible. C'est audible actuellement, parce qu'il y a non seulement la guerre, mais il y a aussi les conséquences économiques. Là, on commence à être audible. Mais je pense que c'est le devoir des politiques, et c'est pas très facile, c'est justement de prendre en compte à la juste mesure les risques qu'ils peuvent avoir. Quant à l'Europe, certains pensaient qu'il y aurait des possibilités de conflit en Europe. Et ce qu'a dit le général chef d'état-major des armées, le chef d'état-major de l'armée de terre et celui de la marine et de l'armée de l'air l'ont dit également, nous avons actuellement une armée qui est de première catégorie, mais qui est une armée de haute intensité pendant un temps très court, très court, trop court. Et on a été, bien sûr, je ne reviens pas sur les budgets de la défense, mais... L'armée française est sous-armée, vous voulez dire? Elle est capable de faire une guerre de haute intensité très peu de temps. Ça veut dire combien de temps? 2 semaines. Ça dépend. 2 semaines. Combien? 2 semaines, non? Non, ça dépend de l'adversaire, je veux dire. Mais on n'est pas capable de tenir 3 mois d'un conflit de haute intensité. Et c'est bien là que, je veux dire, le débat va se poser parce qu'on rentre dans une période de jachère. C'est pas d'un grand optimisme, ce que vous nous racontez. Et les 2 semaines de Guillaume Roquette, disons, sonnent désagréablement à l'oreille, pardon. Non, mais on dit qu'il y aurait des problèmes de ravitaillement en munitions, mais évidemment, ça dépend de l'importance du front. Mais moi, ce qui me frappe, c'est à quel point est-ce qu'à l'intérieur même de l'Union européenne, il n'y avait pas la même perception de ce danger russe. Entre, évidemment, les pays les plus proches et ceux, malheureusement, qui avaient payé au cours de leur histoire pour confronter le danger, les pays baltes, la Pologne, eux, bien sûr, insistaient sur ce danger. Mais en face de ça, vous avez l'aveugle en chef,
faut bien la nommer ainsi, qui était Madame Merkel, qui a mis l'Allemagne pieds et poings liés dans la dépendance vis-à-vis de la Russie, en particulier la dépendance énergétique, notamment en fermant ses centrales nucléaires, parce qu'elle ne croyait pas à ce risque-là.